Bienvenue, vous êtes sur Des Histoires Inconnues au bataillon. Salut mes compagnons d'aventure, je suis Chronolex, votre reporter d'histoire. Bienvenue dans Des Histoires Inconnues au bataillon, un podcast d'histoire et d'histoire de guerre. Avant d'écouter cet épisode, abonne-toi, lâche les étoiles, les pouces bleus et surtout partage. Dans ce deuxième épisode, nous sommes au début de la guerre de 1870, les nations se sont ouvertement déclarées la guerre, et dans cet épisode, nous allons voir les préparatifs du conflit. Et je vous souhaite une bonne écoute. Déterminé, chaque camp se prépare à faire la guerre. D'un côté, nous avons donc l'armée impériale française, qui a une expérience militaire active et régulière. Pour rappel, elle n'a pas perdu de bataille depuis environ une 50aine d'années, même si le Mexique... Non, ne parlons pas du Mexique. C'est le panache à la française des champions de la bagarre. Et de l'autre côté, nous avons les armées allemandes, avec la Prusse. D'ailleurs, elle se démarque par une puissance militaire toute récente, mais pleine de victoires. Bon, cette guerre est un énième reboot d'une France contre une coalition, mais normalement elle sait faire. Maintenant, pour faire la guerre, chaque belligérant a son plan de bataille. Napoléon III veut faire comme son tonton. Oui, on parle toujours de Napoléon Ier pour ceux qui n'ont pas suivi. Son plan consiste à prendre de vitesse les Allemands dans le sud du pays. Cela a pour objectif d'éliminer rapidement les alliés germaniques afin d'isoler la Prusse. Sur le papier, c'est simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Sur le terrain, c'est pas la même canonnière. Pour réussir, les armées françaises doivent être rapides et réactives. Sauf que là, ce n'est pas du tout le cas, mais alors pas du tout. La France, dans ses moyens opérationnels, n'a pas la capacité nécessaire pour réaliser son ambition. Et cela, pour grosso modo 2 raisons. D'abord, et c'est aberrant tellement c'est con, mais pour illustrer cette désorganisation, imaginez-vous qu'un soldat originaire, de Normandie, doit rejoindre son régiment à Strasbourg. Celui-ci va d'abord aller à Grenoble chercher son uniforme. Puis, par la suite, il ira à Lille chercher son fusil. Et enfin, je dis bien enfin, il finit par rejoindre son régiment sur le front. Bon, j'ai un peu exagéré, mais l'idée est là. C'est d'énormes détours. C'est une perte de temps colossale. C'est tellement le chaos que des soldats arrivent parfois sur le front sans commandement ou que le commandement arrive sans ses troupes. Et ça, c'est pas le pire. Les mecs, ils font tout le chemin à pied, avec des marches en avant, des marches en arrière, en retour, en avant, ordre, contre-ordre. Bah ouais, les officiers sont perdus. Ils ne disposent pas de carte de l'Est du pays. Ou du moins, elles ne sont pas assez détaillées. Ils arrivent sur le front et les chaussures, elles sont en PLS. Les soldats aussi. En fait, l'armée française n'a pas assez misé sur cette formidable invention du 19e siècle, le train. Cette nouvelle innovation est une clé tactique inconditionnelle des armées modernes. La guerre de 1870 démontre un tournant majeur dans l'utilisation de ce nouveau moyen de transport, augmentant considérablement les capacités logistiques des armées. Du côté prussien, ils ont bien compris l'importance du train. En effet, le territoire de la Prusse est entouré de grandes puissances militaires et n'a pas de barrière naturelle pour les stopper. Et ouais, l'Allemagne du Nord, c'est tout plat. Les rails leur permettent d'acheminer vite les hommes sur le front, compensant le fait qu'aucun relief ou autre ne puisse ralentir les troupes ennemies. Le ministre prussien de la guerre, von Moltke, dira donc « Chaque nouveau développement du chemin de fer est un avantage militaire et pour la défense de la nation, un seul million investi dans le réseau ferroviaire est bien plus profitable que si on l'avait attribué à la construction de nouvelles forteresses. » De plus, leur expérience récente leur ont permis de prendre conscience de l'importance de la locomotive, permettant ainsi de surpasser rapidement par le nombre leurs adversaires en cas de conflit. Ils misent donc énormément sur la concentration rapide de soldats en masse. La France, qui a eu pourtant des expériences militaires similaires, comme en Italie, sans en développer plus, et qui de plus est l'un des pays investissant le plus rapidement, le plus précocement dans ce nouveau moyen logistique, fait néanmoins le choix de ne pas considérer l'utilisation du train comme déterminant dans les guerres à venir.
Elle a donc des capacités limitées à acheminer ses soldats dans l'est du pays. Et parfois, ces lignes de train passent même trop près de la frontière. Pour résumer, l'état-major français néglige donc le train. Et il se rassure en affirmant que la valeur de ses soldats compensera. Et parlons-en de la valeur de ces combattants. Censés être réputés dans le monde pour leur ardeur au combat et surtout dans les corps à corps à la baïonnette. Mais en réalité, les Français sont loin de former une armée de Rambo surdéchaînés. Pour expliquer cela, sous Napoléon III, le service militaire ne concerne pas tous les Français. Seule une partie, tirée au sort, effectue son service sous les drapeaux. Il faut ajouter que si le tiré au sort a les moyens financiers d'échapper au casse-pipe, il paye, et quelqu'un d'autre le fera à sa place. C'est pas très égalitaire comme système, mais ça permet de remplir le trésor impérial. L'empereur a essayé de changer son appareil militaire, mais dans un gouvernement parlementaire, son opposition politique a donc réussi à déjouer toutes ses tentatives de réforme. Il voulait en réalité se calquer sur le dispositif prussien. Et comment ça marche dans le pays des Hohenzollern ? Tout invalide, peu importe son rang, sa stature sociale, ses moyens financiers, etc., fait son service militaire de 3 ans. Puis, après sa conscription, l'ancien actif devient réserviste de l'armée pendant 18 ans. Cela permet à la Prusse d'avoir une armée de masse, qui est en outre formée et instruite à la guerre. Et cette façon de faire apporte un gain d'expérimentation énorme par rapport aux autres armées européennes. Maintenant, pour en revenir à notre mobilisation des armées, le constat est indéniable. Lorsque la France réussit dans le chaos le plus total, à coup d'ordre et contre-ordre, à acheminer environ 200 à 300 000 hommes, l'armée coalisée germanique compte quant à elle entre 400 et 500 000 soldats sur la frontière, et avec elle la réserve atteindrait environ 1 million de combattants. La coalition met 11 jours à mobiliser leurs armées, ce qui est vraiment impressionnant pour l'époque. Et cette vitesse d'exécution bouleverse les plans de Louis-Napoléon. L'armée impériale n'est donc plus en mesure d'imposer sa conduite de la guerre et va malheureusement miser sur la défense. Elle divise ses forces en plein de petites poches, surveillant la frontière. Impatiente, la population française et la tempête parisienne demandent pourquoi l'armée française ne fait rien. Napoléon n'a pas le choix et décide donc d'attaquer. Mollement, il porte l'assaut sur Sarrebruck, une sympathique ville allemande en Sarre, et réussit à capturer une cité qui n'oppose en réalité aucune résistance. Cette attaque se passe le 2 août 1870. Cette opération militaire a pour but de motiver les troupes, de rassurer l'opinion publique et d'encourager d'autres nations à soutenir la France. Napoléon cherche par exemple le soutien de l'Autriche ou de l'Italie. L'action militaire prend fin 2 jours plus tard, car les Français sous la puissance des canons allemands abandonnent la ville. Mais ils partent sans détruire les infrastructures ferroviaires, tout comme les ponts ou les routes, laissant ainsi la main libre aux Prussiens d'acheminer leurs troupes comme bon leur semble. C'est con. Arrive la contre-attaque des armées allemandes. Elles constatent que les Français n'ont pas de plan et restent immobiles sur la frontière. De plus, depuis un certain temps, les éclaireurs à cheval tentent des coups de main au-delà de la frontière. Ils font avant tout du repérage et testent aussi les défenses. Assez librement, ils viennent et repartent du territoire. Les soldats français sont souvent trop surpris par leur rapidité. En effet, les Allemands misent beaucoup sur leurs éclaireurs montés pour conduire leurs opérations. Cette directive vient des Prussiens, qui sont au commandement de toutes les armées germaniques confondues, imposant au passage leur hégémonie. L'état-major de Prusse a une conduite très adaptative de la guerre. Les ordres donnés sont génériques, comme attaquer l'ennemi, stopper la retraite. Et ils font confiance à leurs sous-officiers pour réaliser les ordres comme bon leur semble et par tous les moyens mis à leur disposition. Les Français, eux, misent moins sur le rôle des éclaireurs. Déjà parce que la cavalerie de Napoléon se considère uniquement comme ayant un rôle crucial dans les batailles, donnant le coup de grâce en général. Elle pense être décisive, elle se voit comme elle était 50 ou 60 ans plus tôt sous Napoléon Ier. Elle se préserve pour la bataille et néglige sa part importante dans le renseignement.
L'infanterie, quant à elle, fait son travail, mais il n'est pas toujours au rendez-vous. Il existe un événement de la guerre de 70 qui illustre très bien cette information. Et cette tragédie se nomme la bataille de Wissembourg. Pour conclure, c'est un départ catastrophique pour l'armée française. Celle-ci est incapable de conduire ses opérations. Passive, elle tente tout de même un coup de force infructueux en Sarre. Mais, malheureusement, cette dernière est immobile et mal préparée. Elle va se faire surprendre par des armées allemandes fortes et nombreuses. Et ce premier choc aura lieu à l'est du territoire impérial, en Alsace. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la France mène la guerre dans la région des cigognes et des tartes flambées. Merci d'avoir écouté cet épisode, mais je vous remercie encore plus mes compagnons d'aventure pour votre soutien à la chaîne des Histoires Inconnues au Bataillon. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter mon travail, et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était Chronolex, votre reporter d'histoire. Salut! Abonne-toi. Le train. Chou chou. Chou chou. Chou chou.